On n'avait pas capté parce que nous on était en mode tout feu tout flamme, on avait appris nos erreurs mais on visite le local et on capte pas qu'il y a un trafic de drogue en fait juste devant notre local. Une fois j'ai retrouvé une boulette de shit sur le comptoir. C'était une mère et sa fille. Dès le départ, on a pensé cette boulangerie comme ça. On s'était dit, on va lever des fonds et on veut pas faire qu'une boulangerie. On va être milliardaire. Salut, c'est Victor. Bienvenue sur le 4e épisode du podcast Baker Talks. Dans cet épisode, tu vas voir, avec ma petite sœur Cléa, on va te raconter tous les secrets derrière notre boulangerie bio Schkop. On est parti. Et toi, ce qui t'a marqué aussi, c'était l'odeur du sucre coco, le chocolat. En fait, tout le stock de départ, quoi. Ouais, en fait, avant d'ouvrir une boulangerie, tu fais la préparation. Alors, ça dure 2 semaines si t'es chaud, un peu plus si t'es naze. Mais du coup, tu commandes ton stock. Et nous, je sais plus combien on avait commandé, mais... 10 000 balles. 10 000 balles. 10 000 balles de pépites de chocolat. 10 000 balles de pépites de chocolat. Non, mais et donc, tu arrives dans le stock, et là, t'avais vraiment une odeur de chocolat, de sucre coco. Ouais, ça t'a marqué, toi, ça? Bah ouais, enfin, ça sentait trop bon. On avait un mini supermarché, quoi. Ouais, supermarché. D'ailleurs, c'était quand même luxe parce qu'on avait, on va dire, une chambre froide où on pouvait, enfin, toutes les boulangeries en passaient, on avait une chambre froide de 30 mètres carrés, quoi. Ah ouais, non, mais nous, on avait un local de luxe. Les petites étiquettes. Ouais, et surtout, nos fournisseurs, on l'a pas dit, mais on était labellisés bio. On avait le label qu'on a obtenu et on avait des super produits. Enfin, franchement, c'est ça qui fait que derrière, on avait des super produits finis. Donc c'est une aventure humaine, on a recruté du monde pour ça. Juste sur clôturer sur ce mini chapitre travaux, est-ce que tu as une anecdote de toi ou de moi qui t'a marqué Ah ouais, non, mais moi je pense que là... Parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein, mais putain, je pense que je devenais... le bac à graisse. Ouais, j'en avais une autre, mais le bac à graisse, ouais, alors moi... Qu'est-ce que c'est un bac à graisse? Alors... Tenez-vous, parce que c'est dégueulasse. C'est un bac assez grand. Je pourrais pas en mètres cubes, c'est genre la taille de cette table, en fait. 2 mètres carrés, je pense, en mètres cubes, 3, ouais. De graisse. En fait, avant, c'était une entreprise qui faisait des triangles de riz japonais. Donc, il y avait du poisson. Donc, cuire du saumon, je t'explique pas que ça met de la graisse qui part dans la vapeur d'eau et qui va dans le bac à graisse. Et en fait, tout ça se stocke et ça fait une grosse marée de graisse dégueulasse où dedans, t'as des mythes, des asticots et tout, parce que ça crée un écosystème vivant. Et ils se nourrissent de cette graisse dégueulasse. Et en fait, t'as des entreprises, attention, il y a plein de business qui peuvent se lancer là-dedans, qui viennent vider les bacs à graisse. Et donc là, t'as un gros tuyau qui sort de ce bac à graisse dégueu et qui sort toute la grosse graisse. Et maintenant, dans Paris, parfois, je le vois et je me marre. Je me dis, dégueu. Ouais. C'est assez marrant, d'ailleurs. Tu vois, à chaque fois qu'on avançait sur le projet, je pense que on est devenu très chaud en boulangerie. Parce que à chaque fois, on découvre un nouveau truc, une nouvelle réglementation. Au final, ça, faut que ça soit aux normes. Ouais. La démarche marche en avant. On était aux normes, je le dis. Ouais. On était méga aux normes. As de pique, du coup, pour gérer les nuisibles. Les rats, trop triste. Les rats et les petites mites. Ratatouille. Et les petites mites de farine aussi. Ouais. Après, on a eu de la chance. On n'a pas eu de rats. Non. On n'a pas eu de rats. En tout cas, on les a pas vus. Non, on n'a pas eu de rats. Par contre, un nuisible qui était un peu chiant à gérer, c'était les mouches. Tout bombé, t'avais dû bomber toutes les mythes. Les mythes de farine, on avait vu ça des aussi. Des fumigènes, ouais. Ça, on en a peu eu. Mais ça, on a renvoyé ça, tu renvoies le stock quand tu reçois. Ouais, mais c'était chouette. Au final, on avait un local qui était assez sain. Hyper sain. Ouais, qui était assez sain. On a juste eu une problématique ou un peu d'invasion de mouches, ça c'était qui est un peu chiant à gérer, mais qui est monnaie courante finalement aussi dans des boulangeries. Et donc on finit ces travaux avec toutes les galères. Et là, faut qu'on fait une boutique quand même. On fait une devanture. Quand même, attends, elle était stylée notre boutique. On fait tout ce qu'on aurait voulu faire à Paris, mais à Charenton. Ouais. Et à Charenton, parce que potentiellement, il y avait la clientèle pour... Il y avait la clientèle, mais la ville est découpée de sorte que dans le haut de Charenton, dans le nord, t'avais nos personas, et dans le sud de Charenton, c'était plus des entreprises destinées à faire du B2B et à livrer des trucs parce qu'hyper bien placés par rapport à l'autoroute. Et on s'était dit, à tort, que les gens allaient pas être flemmards et qu'ils allaient descendre dans cet endroit. Sauf qu'en fait, on n'avait pas capté, parce que nous, on était en mode tout feu tout flamme, on avait appris nos erreurs, mais on visite le local et on capte pas qu'il y a un trafic de drogue, en fait, juste devant notre local. Ça, on le capte qu'après. Mais je te mens pas sur le trafic de drogue. Enfin, t'étais là, une fois, j'ai retrouvé une boulette de shit sur le comptoir. C'était une mère et sa fille. Qui des deux avait la boulette de shit, je ne sais pas. Mais donc il y avait ça, des mecs qui avaient des bracelets aux pieds électroniques. Enfin voilà, il s'est jamais rien passé parce que finalement nous on s'est dit faut être pote avec ces gens-là. Donc on leur a un peu donné, fait goûter nos produits. J'ai oublié son prénom, mais il y avait une rosta méga tatouée. Oui, un rappeur, mais on avait fait une photo avec lui. Non mais t'avais quand même, ils étaient gentils, il s'est jamais rien passé, mais une atmosphère de défiance. Un intérêt mutuel finalement. Et en fait Charenton savait qu'il y avait cette zone-là et nous on le savait pas, donc vraiment Et on nous l'a masqué effectivement, et parce que c'est le cas de le dire.
quand même. Mais aussi, ils s'en foutaient. Shaki, eux, ils faisaient de la livraison. Parce que c'était un labo. Ouais, c'était un labo, ils s'en foutaient. C'est pour ça que je redis ça, c'est que cette boulangerie, initialement, avec ce qu'on a raconté un peu avec Paris, l'idée, c'était de faire une boulangerie de quartier. Ouais. Donc de quartier. Excuse-moi. Donc c'était de faire une boulangerie de quartier, bio, levain, etc. Et on s'était dit, OK, un ratio de chiffre d'affaires, 70% de notre chiffre aurait été la boutique. Donc une boulangerie qu'on connaît tous, qui est au bout de notre rue. Et 30% qui aurait été donc de développer avec les professionnels. Et ce qu'on avait en tête, c'était hôtel et restaurant, en plein Covid, qui étaient tous fermés. Visionnaire. Courage à eux. Mais c'était ça. Et au final, on s'est retrouvés on a fait une erreur sur cette boutique. On a mis de l'argent, etc. On s'est trompé. Et ça n'a pas marché. Ouais, parce qu'en fait, on a pris un labo adapté à un ancien modèle. Donc on a ouvert la boutique. Donc moi, j'étais là, trop marrant de jouer à la marchande et d'encaisser. Mais sauf qu'au final, au début, c'était un peu la faille de l'ouverture. Donc on faisait peut-être, franchement, si on faisait 500 balles de chiffre d'affaires jour, c'était le bout du monde. Moi, j'ai souvenir de journée à 130 € de chiffre d'affaires. Voilà. Donc 130 €, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est rien. Enfin, je veux dire, en fait, du coup, ça vaut pas le coup d'ouvrir la boutique. Enfin, en temps homme, en prod et tout. Du coup, on devait trouver des solutions pour pas jeter. On devait donner. Enfin, c'était l'enfer. Donc on se dit, on ferme la boutique. Enfin, c'est pas possible. Bah, c'est encore une belle galère qu'on a vécue, c'est-à-dire que ça faisait plus d'1 an et demi qu'on travaillait sur le projet. On ouvre enfin, et au bout de 1 mois, c'est quasiment ça, un jour pour jour. Au bout d'un mois, ferme la boutique. Ça marche pas. Alors qu'on a mis 15-20 000 balles facile. Ouais. Déjà au moins 10 000 balles sur la devanture. 30 000 balles en fait. Ouais. Avec le meuble en bois, trop beau, les néons et tout. Et donc on ferme la boutique. Et on avait un marché alimentaire sur Charenton, enfin un stand sur un marché. 2 épisodes avant de parler du marché où je pense qu'on a pas mal de trucs, les mangeurs de pommes, à me raconter. J'aimerais qu'on fasse un petit aparté sur Alexis, qui était notre premier employé. Comment ça s'est passé? Pourquoi on a recruté ce profil? Ouais, bah au début, tu peux ouvrir ta boulangerie en étant 2, tu vois, toi tu faisais le pain, moi je pouvais bidouiller les trucs sucrés. Mais je veux dire, vu le volume qu'on avait en tête, il nous fallait une équipe. Alors, ça me permet de te dire sur la boulangerie, petite info, si tu veux avoir le statut de boulangerie, il faut avoir ton CAP boulanger. Ouais, que toi t'avais. Que j'avais. Et souvent, ce qui se passe, c'est c'est une grave erreur, je trouve, des personnes qui souhaitent entreprendre en boulangerie, s'ils sont pas du terrain, s'ils n'ont pas fait une formation, ils vont s'associer avec un chef boulanger qui, du coup, lui aura cette casquette. Mais on peut te la mettre à l'envers. Et si le mec est malade, t'es tout seul, donc tu fermes. Si tu peux pas faire le pain, tu fermes. Et donc, nous, on n'a pas trop eu ce cas-là, parce que moi, ça me faisait plaisir, et l'idée, c'était de se dire, j'y suis une bonne année dans le laboratoire. Et je voulais un bras droit, qui était Alexis, un chef boulanger, quelqu'un d'expérience, parce que moi, j'avais une formation courte. Et l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui était du métier. Ouais. Bah, trop stylé. Enfin, et franchement, c'était une superbe rencontre, on a eu un super profil. Bah, on n'a pas eu que des merdes, heureusement. On a quand même eu des étoiles alignées quand même de temps en temps. Et Alexis, déjà, il avait à peu près notre âge. Donc, déjà, en termes de fit humain, il était trop cool, ce mec. Et en plus, il avait une expérience de malade. Il avait bossé à la Tour d'Argent en boulangerie. Il avait voulu monter la sienne. Enfin, franchement, c'était genre le profil parfait. Il nous a fait confiance. Et surtout, via Pôle emploi, en fait. Truc où tu te dis comment je recrute, des profils, en plus nous venant un peu de l'univers startup et tout, hyper complexe de savoir comment tu recrutes des boulangers. Via Pôle emploi, on a trouvé Alexis, il nous a fait confiance, on a signé et franchement c'était la meilleure recrue de Shcap, franchement. Bah, c'est vrai que sur la partie RH, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui n'est pas encore réglé sur la partie recrutement. Alors, beaucoup de secteurs d'activité sont touchés, la boulangerie en fait partie. Et c'est une vraie galère de trouver des bons profils. Alors après, quand t'es une boulangerie un peu stylée, classique, Instagrammable, tu vois, Mamie, je sais qu'il postait sur Insta des offres d'emploi, donc ça fait venir du monde. Mais c'était quand même, un vrai enjeu. Et donc on ouvre, on a notre premier employé, on fait des tests l'été, etc. C'est chouette. Et je crois qu'on ouvre et assez rapidement, on s'est fait cambrioler. Ouais, ce podcast me rappelle toutes les merdes. Il va falloir qu'on parle de tous les succès qu'on a eu aussi, parce qu'il y en a quand même eu, mais... le succès, c'est qu'on a fait une... Non, mais bien sûr. Spoiler. Donc, procès, fermeture de boutique. Les gens, ils aiment bien quand tu galères, quand même. Ouais, on a galéré. Et puis un petit cambriolage, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, pour le contexte, toi et moi, on se disait, allez,
on va se faire un petit week-end puisqu'on n'en peut plus là, il faut qu'on se fasse un week-end. T'as jamais le droit de pause en fait. Non, ah bah non, parce que quand t'es en pause, t'as toujours quelqu'un qui t'appelle. C'est vrai que c'était en mode, on venait d'ouvrir, on s'autorise un week-end. On s'autorise un week-end. Une nuit. Et je crois que même j'avais pas fait le marché exprès, en mode pas de marché ce samedi, etc. Donc je pars, moi j'étais pas très loin de Paris, toi un peu plus. En Normandie. Ouais. Et en fait, j'avais oublié, mais j'avais dit à une cliente qu'elle allait récupérer sa commande le samedi à la boutique. Et là, je reçois un appel sur mon tel, je sais pas, à 19h. Je venais d'arriver à l'hôtel. J'étais en mode, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Appel. Oui, c'est Madame Bip. Je viens récupérer mon pain, mais je comprends pas, votre boulangerie est ouverte. Alors, je suis rentrée, il y avait quelqu'un. Mais bon, voilà, juste pour vous dire que votre boulangerie est ouverte, quoi, et que n'importe qui peut rentrer. Donc là, je me dis, c'est une blague, c'est une énorme blague. Donc là, moi, en plus, je stresse parce que je me dis, putain, il y a les machines. Bon, après, va voler un four de 1 tonne. Il y a du cash, il y avait quand même un peu d'espèces, il y avait la matière première, il y avait notre bureau, donc il y avait un peu d'IT, etc. Donc là, je la rappelle. Là, je me rends compte qu'en fait, je sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est fait cambrioler. Donc là, moi, je décide de rentrer parce que je suis pas loin. Je t'appelle, toi aussi, tu rentres, un peu en trombe. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait de la chance, on avait un contact serrurier, un ami de notre père, trop sympa, qui se rend sur place. Là, je l'ai au téléphone et je le guide à la voix dans la boutique. Et franchement, c'est pas possible. Je lui ai demandé de vérifier. En gros, je lui ai demandé de vérifier des trucs clés. Genre, est-ce que la caisse est là? Est-ce que l'iPad est là? Est-ce que le coffre-fort... alors, je te rassure, c'est pas genre une banque, mais un mini coffre-fort avec des trucs. Si on avait plein de thunes. De diamants. Du coup, on ouvre une boulangerie à Dubaï. Voilà, il me dit... Bah non, la caisse, elle a été forcée, il n'y a plus de liquide dedans. Mais non, l'iPad, il est pas là. Mais non, mais le bureau, il est ouvert. Et je me dis, oh, trop relou. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, mais en vrai, trop relou. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent de la boulange et ils la verrouillent. En fait, ils mettent un système jusqu'à temps que les flics arrivent. Donc là, on arrive, les flics, la police scientifique en mode NCIS. Ah oui, c'est vrai, la police scientifique. La police scientifique, mais ils pouvaient pas... bref, ils pouvaient pas relever les empreintes. Pour m'aider, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner. Mais tiens-toi, on arrive, il y a l'iPad, il y a l'argent. Il manque 20 balles, mais il y a l'argent. Et en fait, trop chelou, genre c'est pas possible que le serrurier nous ait dit il y a pas ça alors qu'on arrive et il y a tout. Ouais, parce que d'ailleurs l'iPad qui est là, c'est celui-là. Oui. Et moi je regarde avec localisé, tu vois, mon iPhone, le truc d'Apple. Et donc je suis encore en Normandie, j'hésite à revenir et je te laisse pas dans la merde, je reviens aussi. Et l'iPad il est localisé au bar à chicha. Un bar à chicha juste à côté, genre, comme par hasard. À 50 mètres de chez nous, quoi. Mais le localisé, mon iPhone, c'est précis, tu vois. Ouais, oui. Non, mais... et surtout qu'on avait un super... Enfin, ça marche avec tous les appareils Apple. Et on avait un système Wi-Fi qui portait jusqu'au Aldi limite. Ouais, non mais bon, bref, trop chelou. Donc très bizarre. Et surtout, du coup, il y avait... Donc moi, j'arrive et il y a les mecs devant qui zonent, donc les trafiquants de drogue, qui nous disent « Ah, c'est pas nous !» Oui, bien sûr. Nous, on est rentrés dans la boulangerie, on s'est dit « C'est bizarre, on va monter la garde. » Ouais, bon, bref, chelou. On veut pas les accuser, mais c'est quand même bizarre. Et donc, bref, mystère qu'on n'a jamais résolu. Et le fun fact, c'est qu'on a fait un tour de cadran sur cette histoire. C'est que, donc, déjà, le stress de tout, on vient d'ouvrir, on se fait péter notre boulange. Enfin, quand même, c'est relou. Et là, on appelle un serrurier d'urgence parce qu'il fallait refaire une serrure. Et en fait... sache que si t'es dans la merde à 3h du mat et que t'as besoin d'un serrurier, c'est sûr que tu vas te faire arnaquer. Donc là, il y a qui arrive. Arnaquer, je sais pas, on va quand même... dans les prix. Mais en tout cas, c'est l'offre et la demande et le mec est là. Le mec est là. Tu vas payer mais une blinde. Et effectivement, moi j'ai failli me taper avec lui, quoi. Ouais, donc le de ton monte, vous avez failli vous taper, il y avait les flics. Et à un moment, on s'est barricadé dans la boulange, t'as mis une planche de bois devant la... Ouais, parce que le mec était fou. Le mec était fou. Donc bref, histoire lunaire, donc on s'est fait cambrioler. On n'aura jamais le fin mot de le fin mot de l'histoire. Et donc on s'est fait cambrioler, ouais. Ouais, mon petit fun fact là-dessus. Et donc on avait encore la boutique qui tournait un petit peu. On l'avait plus ou moins fermé et on avait donc on était présent sur un marché alimentaire, un marché couvert à Charenton. Et avant de parler du modèle économique où on a un peu pivoté, on est passé d'une boulangerie qui voulait faire du chiffre d'affaires en direct avec des clients. En B2C. En B2B, donc vendre à des professionnels, devenir fournisseur de pain. Juste, tu peux me raconter 2-3 mots sur la partie du marché. Rentrer sur un marché, c'est compliqué, c'est un peu la mafia. Tout le monde doit se dire ouais, c'est ok, tu fous un tréteau, tu fais ton marché, mais jamais de la vie ça se passe comme ça. Faut montrer que t'as un produit stylé qui arrive sur un marché, que tu fais pas de la concurrence déloyale, donc c'est un peu compliqué de rentrer. Et après, c'est quand même les bonnes grosses galères. Enfin, moi, je me suis retrouvée à me lever à 4-5 heures du mat. Au début, tu les as fait avec moi. Aller le truc, donc c'est assez physique. J'ai vite abandonné. Après, il m'a abandonné. Et tu vends tes trucs, donc c'est trop chouette parce qu'en même temps, tu rencontres tes clients.
Et après, tu avais des clients réguliers, donc tu sais, ils sont trop mignons, ils prennent des nouvelles, trop sympa. Mais c'est vraiment un monde à part. Hein. Et après, tu as des petites guéguerres. Moi, je détestais ma voisine de marché. Je coupe son nom, mais je pouvais pas me l'encadrer. Et en plus, elle vendait rien. Et donc, je pense qu'elle avait le seum. Et en plus de ça, mais tu te souviens de l'embargo sur le cookie, notre best-seller, le cookie qui était trop bon, bien qui était excellent. Genre, elle voulait pas qu'on vende parce que tu comprends, ça faisait concurrence à ses financiers. Et donc, j'avais dû gratter la patte de David, qui était notre pote, qui était le chef des commerçants, et dire mais attends, mais rien à foutre, nous on va le vendre notre cookie, et on l'a vendu. Et effectivement, mais c'est bien de te dire parce que c'était vraiment le terme, c'est on en avait rien à foutre. Et, et c'est là où tu te rendais compte que c'était une mafia. Donc cette personne était là avant nous et c'est ok. T'as un conseil. Qui valide les produits. Il y a un conseil des marchés, effectivement. Alors, dans l'idée, c'est quand même bien, c'est de pas trop se faire concurrence entre les différents acteurs. Oui, mais quand même, c'est fair play, c'est artisans. Mais ça peut arriver, et je pense que c'est valable pour plein de business, où en fait, t'as ton best-seller, et il y a 2-3 mecs qui vont te casser les couilles, qui vont te dire, en fait, tu le vends plus. Ouais, mais de toute façon, moi je disais c'était abusé parce que tu vois, je l'aimais pas, mais je la respecte, je veux pas lui pourrir son business. Mais t'avais quand même des fruits et légumes devant, ils vendent des poires et des bananes les deux, hein, donc au bout d'un moment c'est quand même lunaire de pas pouvoir vendre ton cookie. T'as théorisé sur les mangeurs de pommes, non ? Ouais, alors c'est là que j'ai développé une aversion pour les pommes. Il y avait un stand que de pommes. Tiens-toi, ça marche de ouf. Et il y avait des gens qui venaient acheter que des variétés de pommes. Et vraiment, je déteste ce fruit. Vous êtes plus de cash que nous. Hein. Vous êtes plus de thunes, mais je déteste ce fruit. Mais non, mais bref, sur le marché quand même, c'était quand même une super expérience parce qu'en fait, on faisait full vente et on faisait quand même pas mal de chiffre d'affaires sur une matinée. Et les clients étaient trop contents parce que c'était notre persona. Et donc ça, si on avait réussi à scaler ça, on aurait pu faire une boîte que de marché. Et à un moment, on y avait même pensé. On l'a pas fait. Ouais. Et d'ailleurs, tu emploies le terme de scale, qui est de répéter un peu un business. Enfin, moi, je le définis comme ça, juste d'avoir un modèle et de scaler. Et en fait, dès le départ, on a pensé cette boulangerie comme ça. On s'était dit, on va lever des fonds et on veut pas faire qu'une boulangerie. On va être milliardaire. Oui. Non, mais on se cache pas qu'on voulait gagner de l'argent. Et donc, on a vécu l'épisode à Paris qui nous a fait un procès. On a perdu du cash. Le marché, c'était un peu le truc cool parce qu'on comptait notre clientèle, qu'on gagnait un petit peu d'argent. On a validé le produit sur le marché. On a validé le produit, ouais. C'était un peu validation du MVP. Ouais, c'est un peu cet état d'esprit de start-up qu'on avait toujours. Ben, en fait, c'est quoi notre product market fit ? Alors, c'est con parce qu'on est quand même une boulangerie, donc tu pourrais te dire c'est acté. Ouais, mais nous, on réagissait comme ça. Mais en fait, non, parce qu'on vendait pas de croissants, pas de pain au chocolat. Pas de baguette. Pas de sandwich. Ouais, pour tout un tas de raisons, mais on faisait que des purs produits. Mais effectivement, on avait quand même une notion de, pas de time to market, mais de genre product market fit. Et il y a un moment, donc, on avait un business qui quand même coûte entre 50 à 60 000 balles en charge fixe par mois. Ouais. Les fours, les loyers, les salaires. Et puis on avait des investissements, les prêts à rembourser, notamment pour le matos. Et donc on s'est dit, au bout d'un moment, on a fermé la boutique, on s'est dit c'est la merde, faut qu'on devienne fournisseur de pain. Ouais. Donc on a un gros laboratoire. Ouais. On a un outil énorme pour produire. Et pendant l'été 2021, tu commençais un peu par tes réseaux à toucher du doigt les applications de quick commerce. Ouais, donc c'est la livraison de courses en ligne sur l'application. C'est quoi une application Getir, Gorillaz, Cajoo. Aujourd'hui, c'est des modèles qui existent quasi plus. Mais tu commandais tes courses et en 10 minutes, 15 minutes, c'était à l'époque la promesse, c'était livré chez toi de tes courses. Ouais, et donc on est arrivé sur un time to market donc, de dingue. Ouais. Parce que donc, ces entreprises étaient déjà présentes, elles marchaient bien à l'époque. En tout cas en apparence. En apparence. Et elles avaient une offre de boulangerie déjà sur leur catalogue d'applications. Croissant. Sauf que c'était une boulangerie par quartier, avec toute la complexité que ça engendrait. Des boulangeries qui sont, on va dire, battaient les bips d'être dessus parce qu'elles faisaient de toutes petites remises, etc. Trop galère, c'est pas leur modèle. Les équipes devaient aller chercher, il n'y a pas de livraison. Oui, c'est vrai. Donc toi, tu discutes et tu arrives, en gros, c'est un peu le truc parfait, genre en mode « Ah, t'as un problème, moi j'ai le médicament. » Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a tout faké parce qu'il faut quand même se dire que nous, on était en mode genre « Ouais, on va te vendre ce volume, on va te livrer tes 15 entrepôts dans Paris, ce qui est une galère, mais monstre logistiquement. » Et t'es en mode « Ouais, fake it, mais on a signé... » on a fait un fake it et du make it, on a dit oui, sale, hein. Alors qu'on savait pas. On a dit oui alors qu'on savait pas, et donc il y a une soirée, je me suis retrouvée à emballer jusqu'à 1h du matin. Mais tu peux m'expliquer juste, sans rentrer forcément trop dans les détails de la négo, etc. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi en fait on a adressé ce marché ? Et pourquoi c'était un tournant en fait dans l'entreprise ? On fait 100 € de chiffre d'affaires jour, on se pose des questions, c'est la merde. Et en fait, on signe quasiment 2 ou 3 des plus gros acteurs. Oui, on est arrivé à 40K de MRR à peu près. Et plus que ça. En lycée un peu, mais oui. Donc là, on a scalé comme des porcs. Et là, tout d'un coup, ça a été un peu la cash machine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a signé d'abord Cajoo.
En vrai, hold up de ouf. J'ai juste contacté l'acheteuse sur LinkedIn. Elle m'a répondu. On a fait un call. On a quasi signé dans l'instant. Alors que normalement, tu sais, c'est long, ce genre de process. Donc, on a signé un premier. Ensuite, on est allé voir Flink. Flink, en fait, c'est des acteurs qui étaient en concurrence de ouf. Ouais, on en a joué dessus. Donc, Flink, ils ont dit, OK, genre, c'est un film, le truc. OK, je vous prends, mais 2 fois plus. Et après, on est allé voir Getir. OK, je vous prends, mais 3 fois plus. Et genre, moi, je veux d'autres produits en plus. Et en fait, eux cherchaient à différencier sur le branding. Ils voulaient des acteurs, des artisans, des produits de qualité avec un branding qui étaient capables de leur faire du volume et qui étaient capables de les livrer sur tous les entrepôts. Ce que nous, on pouvait faire, en fait. Enfin, en tout cas, on était en mode, c'est mort, on le fait. Donc, là, on a eu un momentum de ouf et on a été franchement ultra chaud. On les a signés et là, c'était parti. C'est une masterclass, on va pas se jeter des fleurs, mais c'est une masterclass d'exécution. On a le droit, mais aussi on a exécuté comme c'est quand même on a hyper une négocié. réussite, quoi. Je peux le dire aujourd'hui, mais je connais la marge. Parce qu'après on a bossé avec Monoprix, Leclerc et tout. Je connais la marge des autres pains et produits BVP, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Je peux te dire qu'on a bien niqué le game parce que moi je vendais pas à la marge classique. Et pareil, ça fait l'objet, je fais une petite publicité d'une formation aussi que je fais et je pense que tu interviendras là-dessus. Et je sais pas si tu te souviens, notre comptable, elle nous trouvait comme des omnis, des extraterrestres. Parce qu'ils disaient, mais vous mettez 10 points de marge à tous mes clients. Et elle comprenait pas. Et en fait, on a une approche de business de centimes. Et on était vraiment des rats. On était dans notre propre rat race. Et on a tout compté, on a tout optimisé. Et là-dessus, moi, j'ai été assez impressionné de ce que tu as fait. Et je pense que tu as eu le travail de ton cabinet de conseil. On a aussi un oncle on a la chance, qui est entrepreneur, qui est CEO d'une très grande entreprise. Donc une approche industrielle très carrée. Très carrée. Et vous avez bien remonté les bretelles en mode là, vous faites de la merde. Et en fait, on a fait ce qu'on en a parlé, c'est que on était une boulangerie, mais en fait, on a scoré tous nos produits. Et on s'est dit, on se focus que sur les produits à forte marge qui ont une... Vas-y, si tu veux en parler-en, parce que c'est quand même intéressant. Il y avait 3 approches. Il y avait approche produit, approche genre marketing et approche marge. Produit, c'est... ça avait un nom d'ailleurs. Méthode ABC. La méthode ABC. Méthode ABC. Produit, c'était en gros, est-ce que c'est complexe ton processus de prod? Combien ça te coûte en temps homme? Est-ce que c'est chiant à faire pour tes boulangers? Est-ce que c'est de la répétition ou pas? Marge, c'est tes coûts produits, matière, électricité. Et marketing, c'est est-ce que c'est des produits méga stylés qui font parler, genre notre pain en creux de Séchénois qui était un pain noir ultra frais, ou est-ce que c'est des produits que les gens vont trop kiffer, genre cookies? Et on a scoré ces trucs-là, et du coup on a cut la gamme, et on avait genre maximum 10 produits, mais c'était des best-sellers, c'était des produits qui avaient un purpose, et qui en fait margeaient de ouf. Et on a dégagé en gros les mauvais de la classe, et on a gardé les top élèves, et les un peu moins bons, mais les un peu moins bons faisaient un volume tel qu'en fait on s'en foutait. Et là, c'est là qu'on a eu un super modèle, et c'est ce qu'on vendait. Et on vendait que ces produits-là à nos clients. Moi, je trouve que ça a été game changer sur plein de choses, sur l'opération, sur le discours. Là, on est devenus des machines, en fait. Et en fait, ça nous a permis aussi... moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. On peut souvent jeter des fleurs, mais donc, on signe le quick commerce, on fait beaucoup de cash, on embauche. À la fin, on était 12 dans l'entreprise. Ça fait du cash. C'était des payeurs, tu vois. On en dit ce qu'on en veut. Aujourd'hui, ça marche pas comme modèle. Mais c'est des payeurs parce que on était marqués. J'ai dit, en fait, moi, je veux être payé toutes les X semaines. Obligatoire. On a une gestion du cash monstrueuse. Parce que ça, on l'a aussi appris via nos réseaux. C'est cash is king. Et en fait, en boulangerie, surtout, tu dois gérer ton stock. Donc, ce que les boulangers font pas forcément, d'ailleurs. Non. Mais il faut du cash. Et c'était des payeurs. Il y a eu plein de merde avec eux, mais c'était des payeurs. Et ça nous a permis... de aussi, t'en as parlé un petit peu au début, l'idée c'était de kiffer aussi sur ce projet. On avait un produit qui était assez noble et on avait envie d'avoir une branche, c'est pas un gros mot de le dire, un peu premium, un peu luxe. Carrément. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a testé, on est devenu donc du coup fournisseur de pain, presque une dark bakery. Semi-industrielle, une dark bakery. C'était la vision du projet, mais genre à 3-4 ans. Et en fait, ça a été accéléré, donc on est devenu semi-industriel comme ça. Déjà que c'était compliqué d'entreprendre une boulangerie. La boutique était devenue un lieu d'entrepôt de millions de sacs Schkop remplis pour tel entrepôt. Genre, c'était la marée de sacs et de produits. Et sans rentrer forcément dans trop de détails, est-ce que tu peux me rappeler, on reparlera de la partie un peu branche luxe et là, du coup, des trucs cool qu'on a fait ensemble. Mais c'était quoi, du coup, ce qu'on a testé, ce qui a plus ou moins marché dans les acteurs
autre que le quick commerce. Ouais. Est-ce que tu en retiens? Dans le côté premium. Ça a eu les traiteurs, Monoprix. On a fait quelques events startup, petit-déj, hyper cool. C'est pas scalable, c'est juste pour du marketing, ce truc-là, et être avec tes potes. Ouais, genre en gros d'être en mode la boulangerie que tu appelles pour faire des son events. petit traiteur, mais bon, ça c'est pas scalable. On a testé, on a décroché des livraisons pour l'Élysée. Ça, on en parlera après, tu spoil. Ok, pardon, désolé. Pour du coup, plutôt des acteurs publics. Donc ça, ultra stylé. On a bossé avec un traiteur. Et on a bossé avec certains retailers qui étaient bio, donc très quali. Et donc ça, c'est les branches qu'on a testées. Et du jour au lendemain, on a perdu 3-4 de nos plus gros clients. On a fait quasiment au moins 80% de chiffre d'affaires en l'espace de 10 jours. Tu peux voir le prochain épisode qui va apparaître sur cet écran.